Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo des Mémoires d'Adrien. Aujourd'hui, je lance un nouveau concept. Je suis sûr que ça vous plaira. Je vais vous présenter 5 livres à lire dans sa vie. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont mes 5 livres préférés de tous les temps. Il y aura des romans, parfois des essais, des ouvrages historiques, des mangas, des bandes dessinées, de l'heroic fantasy, de la science-fiction. Vous allez voir dans ce nouveau format tout ce qui fait le sel des Mémoires d'Adrien, en tout cas tout ce que j'aime. On ne va pas se cantonner à un certain type de livre en particulier. Et on va commencer justement par de la fantasy, et peut-être mon auteur français d'heroic fantasy préféré. Il a écrit Gagner la guerre, peut-être que je vous en parlerai également dans un autre de ces formats de 5 livres à lire dans sa vie, mais aujourd'hui je vais vous parler de Même pas mort, de la série Roi du monde. Alors, c'est un peu compliqué à suivre cette série. On va dire qu'en plus, lorsque on va dire une sorte de saison 2 commence, ça va s'appeler Chasse Royale. C'est un peu compliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout commence par... Donc c'est la grande série Roi du monde et ça commence par celui-ci, voilà, qui s'appelle Même pas mort. Et alors c'est écrit par Jean-Philippe Jaworski, que j'aime énormément. Et là, on est dans... les légendes, oui, il y a un petit peu de légendaire, c'est pour ça que je parle de légende, mais on est dans l'histoire des Gaulois, des Celtes, qui s'affrontent entre eux, avec plein de tribus. Et il n'y a pas beaucoup de livres, en tout cas déjà de romans historiques, mais en plus de ça, il y mêle la magie avec les druides et un peu les légendes qui sont collées à cette période. Donc je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de grands livres sur cette période. Là, c'en était un. Il s'est vraiment lancé dans un truc absolument gigantesque. On voit qu'il a passé des heures à faire des recherches. Enfin voilà, on sent le passionné, on sent que lorsqu'il se lance dans l'écriture, dans un univers, il veut faire les choses sérieusement et pas de manière un peu légère en se disant de toute façon c'est pas grave, personne n'ira vérifier. Non, il le fait vraiment très bien. Et en fait, c'est l'histoire d'un homme dont le père était roi, et en fait son oncle a tué son père, donc son frère, pour devenir le grand roi à sa place. Et vu qu'il était de sang royal, lui, son frère et sa mère ont été envoyés à l'autre bout du royaume. On est vraiment là dans la période des Celtes, hein, encore une fois, donc c'est vraiment très très bien retranscrit. Il est envoyé à l'autre bout du royaume, il est épargné, mais vraiment exilé loin. Les années passent, et son oncle se souvient de lui, et il se dit, bon, allez, je vais les utiliser, il me faut un peu peur, lui et son frère, donc je vais les envoyer en première ligne, dans un conflit, dans une guerre où ils ont quasiment aucune chance d'en sortir. Ils sont envoyés, ils lancent un assaut, et évidemment, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire qu'ils s'exposent à la mort. Sauf que, c'est là que le titre prend tout son sens, Même pas mort, il s'en sort vivant. Vous allez voir, si vous le lisez, de quelle manière il s'en sort, et c'est là qu'il va se lancer à une sorte de vengeance, de traque pour aller retrouver son oncle, essayer peut-être de venger son père, et surtout essayer de s'en sortir dans cet univers plus qu'hostile pour lui. Plus que hostile. Donc imaginez lorsque son oncle déjà va apprendre qu'il est vivant. Bon bref, voilà. Donc c'est génial, c'est des aventures, c'est historiquement super bien fait, je trouve. On est vraiment, on se sent y participer, et c'est ce genre de livre avec une ambition tellement gigantesque que déjà lorsqu'on est dedans, alors attention, il y a plein de noms, il y a des noms de territoires, les noms de personnages et tout. Si vous les lisez, je vous encourage vraiment de tous les lire à la suite parce que on s'y perd un peu. Moi, je me souviens, il y avait eu 1 an entre 2 tomes, je m'étais un peu perdu. Donc ça, c'est le seul petit bémol que je pourrais donner. Mais voilà. Donc Même pas mort de Jean-Philippe Jaworski, premier livre. Le deuxième, plus contemporain, voilà, aussi contemporain, mais sur une période plutôt contemporaine, Jérôme Ferrari, Le Sermon sur la chute de Rome, évidemment, à mettre en parallèle avec le sermon de Saint-Augustin. D'ailleurs, c'est souvent évoqué dans ce livre. On est dans... un village corse avec des jeunes qui étaient partis à Paris pour essayer de faire leur vie ailleurs et puis finalement qui reviennent dans leur village. Ça va parler d'identité corse, ça va parler de qu'est-ce qu'on peut faire en fait en Corse par rapport à ce qu'on pourrait faire lorsqu'on va sur la métropole, et en même temps une sorte de fatalisme, parce que le sermon sur la chute de Rome, c'est quand Rome va chuter, une sorte de fatalisme sur un monde qui s'effondre. C'est très bien écrit. Voilà. Pour moi, Jérôme Ferrari a l'une des plus belles plumes de l'époque, et je trouve que c'est tellement profond, en fait, il y a tellement de relief dans ce livre. On est pour moi vraiment là avec ce livre au même niveau que certains grands classiques, et surtout à travers ce destin de ces jeunes dans ce village corse, c'est, je trouve, très universel parce qu'il aborde des questions et des sujets qui nous parlent à tous. Du fantastique encore, après de la fantasy et du roman contemporain, du Dino Buzzati, Le Cas. Voilà, c'est vraiment génial, c'est plein de petites histoires, c'est très abordable, et en fait c'est à travers le fantastique comment il arrive là aussi à aborder des sujets
contemporain, tragique, dramatique, comme le lien à la mort, le lien au temps qui passe, le lien sur le rapport à la fatalité aussi. Voilà, Dino Buzzati, le cas, c'est vraiment exceptionnel comme genre dans le fantastique. Il a tout compris dans le fantastique. Le fantastique, ce n'est pas du divertissement. Ce n'est pas que du divertissement. Et là, clairement, il a vraiment tout compris de ce que ça devait être, avec, évidemment, en nouvelle star, le cas, voilà, qui est très connu et qui est tragique, qui est dramatique. Lorsque vous lisez le cas et ce qui arrive à ce personnage, et ce lien avec ce monstre, le cas et la manière dont ça se termine, mais voilà, il y en a plein d'autres nouvelles qui sont marquantes dans ce livre. Un peu d'histoire, mais par un auteur de science-fiction. Alors ceux qui ont vu déjà toutes mes vidéos le connaissent, mais c'est La République romaine par Isaac Asimov. C'est ma femme qui m'avait offert ça pour un anniversaire. Je l'avais lu, dévoré vraiment en une semaine. Vraiment, en plus bien illustré, je trouve. Alors c'est vulgarisé, c'est du Asimov. Et Asimov, vous savez, c'était vraiment un génie. Il avait un QI, je crois, de 160, 170, je ne sais plus exactement. Président de la Mensa, donc des surdoués. Donc il a une capacité, en plus d'être très intelligent, il a cette capacité rare chez les génies, je trouve, de savoir vulgariser, de savoir expliquer plutôt simplement des choses très compliquées. Il le fait très bien, par exemple, dans ses séries de science-fiction. Mais là, il le fait particulièrement bien. Alors, parfois, bon, quand on connaît un peu l'histoire romaine, on se dit, bon, là, il va un petit peu vite, il y a quelques raccourcis. Mais de manière générale, c'est quand même sérieux et c'est quand même plutôt vrai tout ce qu'il dit dedans. Donc en fait, si vous n'avez pas envie de lire un grand pavé sur l'histoire romaine, mais que ça vous intéresse, franchement, en quelques centaines de pages à peine, c'est très court. Donc ça s'arrête à la chute de la République. Regardez, il y a quelques belles illustrations, je trouve. Donc c'est édité aux belles lettres. C'est vraiment un bel ouvrage. Et ils ont sorti l'Empire, donc l'Empire jusqu'à sa chute, dans la même édition. Donc moi, ça me donne envie de l'acheter et de le lire parce que vraiment, j'avais adoré. Moi qui suis passionné d'histoire et qui suis habitué à lire pourtant des ouvrages d'histoire plus sérieux et faits par des historiens anciens ou contemporains, j'ai quand même passé un excellent moment. Et enfin, du manga, bah oui, parce que vous connaissez ma passion pour les mangas, eh bien, je vais vous parler de Demain les oiseaux de Osamu Tezuka. En fait, pour être clair, grâce à une substance répandue sur la Terre par une civilisation extraterrestre, on est dans du Tezuka, hein, les oiseaux sont devenus intelligents. Ils sont fatigués d'être opprimés par cette engeance inférieure que l'on appelle les hommes, et ceux-ci se révoltent. Donc l'humanité est bientôt réduite à quelques milliers d'individus retournés à l'âge de pierre et réduire en esclavage par les oiseaux. Cependant, la civilisation oiseau ne prend pas vraiment le chemin de l'idéal de paix et d'harmonie que l'on pouvait espérer. Donc en fait, derrière cette histoire qui semble être un conte, une fable, des oiseaux qui deviennent intelligents, regardez, la couverture elle est somptueuse, hein, dans cette superbe édition d'Delcourt Tonkam. J'aime beaucoup la couverture. Je vous la mets là, hop, comme ça, à ma place. Et donc, derrière cette histoire d'oiseaux qui deviennent intelligents et qui vont prendre la place des hommes, et les hommes qui vont finalement prendre la place des oiseaux, eh bien, on va se rendre compte que c'est pas mieux, et que les oiseaux commencent à développer les mêmes travers que les hommes. Donc derrière ça, il y a une sorte de fatalisme. Vous savez, Osamu Tezuka, il a eu plusieurs périodes dans sa vie, il a eu une période très pessimiste. Là, on peut dire qu'on est en plein dans la période du pessimisme, c'est-à-dire que même ceux qui sont opprimés, s'ils devenaient demain ceux qui ont le pouvoir, ils deviendraient les oppresseurs. Et c'est fataliste, c'est tragique, c'est dramatique. C'est-à-dire que quand on lit ça, on se dit, waouh, c'est chaud, parce que en fait, au début, on les plaint un peu, les oiseaux, on se dit, tiens, c'est chouette, enfin, ils vont pouvoir enfin être libres. En fait, au lieu de profiter de leur liberté, ils vont asservir les autres. Et après, c'est de Tezuka, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des moments extrêmement drôles et divertissants, et à la fois des moments extrêmement dramatiques, il y a des moments très durs. Chez Tezuka, il est très très fort pour ça. C'est l'un des meilleurs pour briser le quatrième mur, c'est-à-dire de faire de l'humour tout en jouant avec la forme du manga, avec la forme des cases, un personnage qui va tomber du case à une autre. Il est très très fort pour ça. On passe toujours un excellent moment lorsqu'on lit des Tezuka. C'est bavard, il y a beaucoup à lire. Les dessins ont un peu vieilli, c'est vrai. Donc c'est pas, si vous aimez les dessins du manga actuel, c'est pas les dessins que vous allez préférer. Mais pour le coup, moi, je passe toujours un excellent moment. Elle est quasiment toujours un excellent moment lorsque je lis du Tezuka. Voilà. Donc voilà pour les 5 livres à lire dans sa vie. J'espère que ce nouveau format va vous plaire et que vous allez en réclamer d'autres, parce que de toute façon, j'ai prévu d'en faire d'autres. Allez, prenez soin de vous, passez une bonne journée et à très très bientôt sur cette chaîne des Mémoires d'Adrien. Au revoir.